à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers Normandie. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Manon Auvray, qui est notre assistante et qui va être en support technique. Bonjour Manon. Bonjour à tous. Voilà, donc le Bonjour. programme, bonjour. Donc le programme, ça va être la validation des acquis et de l'expérience, situation en Normandie. Je vais vous présenter le programme qui va être assez chargé, qui va être très, très intéressant. Donc, d'une part, nous aurons déjà en première partie les chiffres clés de la VAE en Normandie grâce à Élise Deshaies, qui est chargée de projet au Cariforef. Bonjour Élise. Bonjour. En deuxième partie, nous aurons la réforme de la VAE et les principaux certificateurs. Ce sera moi qui ferai cette présentation. Ensuite, nous aurons le témoignage d'une architecte accompagnatrice de parcours, Nathalie Mouchel, qui est architecte accompagnatrice de parcours à Valide Expérience. Bonjour Nathalie. Bonjour. En quatrième partie, nous aurons une sur les financements en région Normandie. Et là, nous avons plusieurs intervenants. Alou Bradaï, qui est chargé de gestion VAE à la région Normandie. Bonjour Alou. Bonjour à tous. Muriel Bous, qui est chargée de mission à France Travail. Bonjour Muriel. Bonjour à toutes et tous. Et Christelle Salazar, qui est responsable du pôle instruction parcours de formation Transition Pro. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Voilà. Et ensuite, nous répondrons à vos questions en sachant qu'on le fera quand même à la fin de chaque partie, hein. On essaiera quand même d'y répondre à la fin de chaque partie. Les objectifs de ce webinaire, c'est déjà de vous donner des informations concernant les chiffres clés de la VAE, des éléments de contexte également, des éléments sur les principaux certificateurs qui sont sollicités, illustrer un petit peu ces parcours, notamment grâce au témoignage de Nathalie Mouchel, qui est architecte accompagnatrice de parcours, et puis vous donner également des informations sur les financements en région Normandie. Alors, avant de laisser la parole à Élise Deshaies du Cariforef, je vais vous proposer un premier sondage. Alors là, je vais être obligée de revenir. Un petit sondage que vous allez auquel vous allez pouvoir répondre. Alors, attendez, parce que c'est pas toujours facile, les manipulations. La réforme nationale de la VAE. Alors, nous avons les chiffres clés, pardon, excusez-moi. Concernant la VAE, nous avons les chiffres clés en Normandie. Oui ou non? Alors, je vais lancer le sondage et vous allez pouvoir y répondre en ligne. Voilà, envoyé. Alors, je ne sais pas si ça s'affiche chez vous, du coup. Oui, Impeccable. Voilà, on a déjà 13 réponses. Ah, et c'est pas 17 réponses, peut-être plus. Non. Impeccable. J'ai l'impression que ça se stabilise. Là, autour de 21 réponses, on a quand même pas mal de personnes qui pensent que oui, mais également des personnes qui pensent que non. Hein, donc, on va passer. Je vais arrêter mon partage et Élise, je te laisse partager ton écran. hop, je fais la manip Voilà. et Impeccable. vous me direz si vous voyez bien Oui, une slide avec les chiffres clés de la VAE en Normandie. oui, oui. C'est On bon pour voit, oui. vous? C'est C'est bon. impeccable. Parfait. Bon, eh bien écoutez, rebonjour, hein, je suis donc Élise Deshaies, je suis chargée d'études au Cariforef de Normandie et en charge de l'Observatoire VAE. Donc pour les 20 et quelques pourcents, sachez que oui, il y a des chiffres sur la VAE sur notre territoire. Donc cette présentation, elle s'appuie sur les données consolidées par l'Observatoire VAE du Cariforef et devrait vous permettre de comprendre les grandes tendances qui ont marqué l'année 2024. Alors, avant d'entrer dans les résultats, un
petit mot rapide sur la mission de l'Observatoire VAE du Cariforef. Nous collectons et nous consolidons les données régionales issues d'une part des certificateurs et d'autre part, jusqu'à fin 2024, des points relais conseils. Nous produisons également des analyses et des indicateurs pour aider à comprendre les dynamiques de la VAE. Donc, sachez qu'en 2025, l'Observatoire est toujours mandaté par l'État et la région Normandie pour poursuivre la collecte des données des certificateurs et rendre visible l'évolution du dispositif. Alors, 2024 marque un tournant pour la VAE en Normandie. D'une part, comme je le disais en introduction, les points relais conseils ont cessé leur activité au 31 décembre, ce qui modifie profondément évidemment l'entrée dans la VAE. Et d'autre part, eh bien, la réforme nationale France VAE se déploie, mais avec une offre de certification très réduite, seulement 24 certifications couvertes contre 209 l'année précédente. Donc cette cohabitation entre l'ancien et le nouveau système crée des zones d'incertitude pour les candidats comme pour les professionnels. Donc dans ce contexte, 2024 est une année de transition où certaines activités diminuent, mais vous allez le voir, où d'autres continuent de progresser. Alors, on va commencer par faire un point sur ce qui s'est passé en 2024 sur l'activité des PRC, donc une dernière année d'information et d'accompagnement. Alors, en 2024, les points relais conseils ont réalisé en tout 2939 entretiens conseils, soit une baisse globale de près de 19% par rapport à 2023. Les premiers entretiens résistent mieux, avec une baisse moins marquée, mais les autres types d'entretiens, eux, par contre, ont connu une baisse un peu plus importante, moins 28,7% pour les entretiens de suivi et moins 25,8% pour les entretiens de suivi particuliers. Cette tendance reflète évidemment à la fois la réduction progressive du dispositif PRC et une moindre entrée dans le parcours VAE en 2024. Alors, les principales orientations vers les PRC proviennent des structures assurant le conseil en évolution professionnelle. Alors, France Travail représente à lui seul un tiers des orientations. Les relations interpersonnelles jouent également un rôle important, preuve que le bouche à oreille reste un levier puissant. Et enfin, les employeurs orientent assez peu, autour de 6%. Cela montre que l'accès à la VAE est encore largement porté par des acteurs institutionnels et le réseau personnel. Le profil des personnes reçues en PRC confirme les tendances des années précédentes. On a 2 tiers des candidats qui sont des femmes et plus de 80% ont 30 ans ou plus. La VAE reste donc un dispositif mobilisé majoritairement par des adultes en reconversion ou en évolution professionnelle. Et près d'un tiers dispose d'un niveau supérieur au bac, mais la majorité se situe à un niveau bac ou infrabac, ce qui souligne l'importance évidemment de la VAE comme outil de sécurisation des parcours. Alors, un peu plus de la moitié des personnes reçues sont en emploi. Une proportion qui est en légère hausse par rapport à l'année précédente. Les demandeurs d'emploi représentent environ 38%. On note que plus de la moitié des candidats appartiennent à la catégorie des employés et cela confirme que la VAE constitue un levier d'évolution particulièrement utilisé par les métiers d'exécution et de proximité. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil aux chiffres. Les personnes reçues en PRC en 2024 exercent majoritairement dans les services, dans le secteur des services, même si ce secteur est en recul par rapport à l'année précédente. Le commerce suit, puis l'industrie qui progresse légèrement. Ces variations reflètent les secteurs qui mobilisent le plus la VAE, mais aussi ceux qui sont les plus touchés par les transformations structurelles et l'évolution de l'offre France VAE.
À l'issue des entretiens, les conseillers PRC orientent très majoritairement vers la VAE. Près de 80% des personnes reçoivent une préconisation en ce sens, un chiffre en hausse par rapport à 2023. Et la formation reste une alternative pour une petite part des candidats, hein, autour de 8% environ. Cela traduit la pertinence de la VAE pour reconnaître bien l'expérience professionnelle et sécuriser les parcours. Les hypothèses de certification proposées sont variées, même si certaines tendances se dégagent. La part des certifications de l'éducation nationale baisse fortement, tout comme celle de l'enseignement supérieur. Les titres professionnels du ministère du Travail se maintiennent et les certifications du social et du paramédical, elles, reculent du fait du repositionnement national de l'offre, hein. France VAE a réduit l'offre nationale des certifications, donc avec moins de diplômes disponibles, les hypothèses de certification proposées en PRC se sont naturellement resserrées. Alors, les PRC avaient une mission d'information, hein, et il y a eu moins de réunions en 2024, tant partenariales que collectives, pardon, et celles-ci ont touché un peu moins de public que les années précédentes. Donc voilà un peu le bilan qu'on peut faire sur la dernière année d'exercice des points relais conseils. Alors passons maintenant à l'activité des certificateurs qui représente l'entrée formelle dans la VAE à travers l'étape de recevabilité et celle du jury. Alors, en 2024, nous avons eu 1728 dossiers de recevabilité qui ont été déposés, soit une baisse d'un tiers par rapport à 2023. Malgré cette baisse assez importante, le taux de recevabilité augmente et atteint plus de 95%. On observe cependant des évolutions contrastées, hein, selon les certificateurs. Il y a une forte hausse des dossiers du secteur social et paramédical et une baisse assez importante pour le DAVA. Hein, et des variations assez modérées pour les autres certificateurs. Les candidats se concentrent davantage qu'en 2023 sur des certifications de niveau 4. Les niveaux 3 et 6 se maintiennent proportionnellement, tandis que les niveaux 5 reculent assez nettement. Et par ailleurs, 70% des dossiers concernent la famille professionnelle de la santé, de l'action sociale, culturelle et sportive. Cette concentration s'accentue fortement et montre combien ce secteur reste le principal utilisateur de la VAE. Alors, 690. Pardon. Alors, peut-être qu'on va pouvoir couper tous les micros. Manon, est-ce que tu peux couper tous les micros? Et dans ce cas-là, Élise. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi des signes. Ouais, super. Donc, j'étais sur la diapo concernant les certifications. Donc, il y a eu en tout et pour tout 256 certifications différentes qui ont été demandées en 2024, mais plus de la moitié ne concernaient qu'un seul candidat. Donc, cela montre évidemment la diversité des parcours. Et par ailleurs, la très grande majorité des candidats, plus de 92%, résident en Normandie. Et c'est la Seine-Maritime qui demeure le département le plus représenté. On passe au nombre de jurys maintenant, après la recevabilité. Hein, le nombre de jurys augmente d'à peu plus de 13%, malgré la baisse observée en amont. Cette progression est particulièrement portée par les certifications du social et paramédical, ainsi que par les titres professionnels du ministère du Travail. Et par contre, d'autres certificateurs organisent moins de jurys, ce qui reflète des dynamiques très différentes selon les secteurs. Les résultats obtenus restent stables, hein, 60% de validation
totale, 25% de validation partielle et 13% de refus. Hein, on note que les hommes valident un peu plus souvent totalement, mais les écarts restent assez faibles. Et sachez que seules 4 certifications rassemblent plus de 100 candidats en jury, ce qui montre une forte concentration, encore une fois, des parcours. Les taux de validation sont particulièrement élevés dans les secteurs du commerce, de l'hôtellerie-restauration et du transport. Alors, pour conclure sur cette présentation rapide des chiffres hein, pour l'année 2024, eh bien, ça a été une année marquée par de fortes transformations. Donc, à retenir hein, la fin des PRC, le déploiement partiel de France VAE et une baisse importante des entrées dans le dispositif. Malgré cela, des jurys qui progressent et les taux de validation restent stables. On observe également une concentration croissante des parcours dans eh bien, le secteur du sanitaire et social. Donc, voilà, la VAE reste un outil mobilisé, mais son périmètre se resserre et sa lisibilité devient un peu plus complexe. Donc, ces tendances seront à suivre évidemment attentivement en 2025 à mesure que la réforme France VAE va se mettre réellement en place. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les chiffres. Évidemment, merci de votre attention. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la lecture de ces chiffres, parce que vous pourriez être un peu frustré d'avoir survolé un peu, n'hésitez pas à aller télécharger la petite étude qui paraît tous les ans hein, sur le site du CARIFOREF de Normandie, hein, qui s'appelle Les chiffres clés de la VAE. Donc elle est un peu plus conséquente et elle explique un peu plus les choses. Et puis évidemment, cette présentation-là va vous être fournie ultérieurement. Hein, donc voilà, et n'hésitez pas à me contacter si vous aviez évidemment des questions. Merci beaucoup, Élise. J'ai pas vu de questions dans le chat. Je ne sais pas si on en avait une ou deux à ce stade. Les chiffres, c'est toujours un peu plombant. Mais s'il y en avait, n'hésitez pas par la suite, plus tard, je me rendrai bien évidemment disponible. Laure, ton micro. Pardon. Si on n'a pas de questions, je vais passer à ma partie sur la réforme de la VAE. Mais avant, du coup, je vais vous partager un petit pulse. Donc, du coup, la réforme nationale de la VAE de 2022 est finalisée, oui ou non? Je vous envoie le. Est-ce que vous l'avez bien? Ouais? Impeccable. Je vais répondre aussi. Je vais en profiter pour partager mon écran. Alors. Oui, non, voilà, c'est un petit peu partagé, effectivement. Alors, on va aborder ça de manière un petit peu plus approfondie. Je vais vous partager mon diaporama à partir de la slide là. Est-ce que vous voyez, c'est bon? Vous voyez bien mon écran? Ça marche, Oui. impeccable. Alors, la réforme de la VAE, donc je vais vous donner des éléments de contexte national. Le 17 janvier, comme vous le savez hein, pour la plupart, la loi de modernisation sociale instaure la validation des acquis et de l'expérience. Hein. Cette loi est créée le droit à la validation des acquis et de l'expérience. Et ainsi, en fait, s'instaure une troisième manière d'avoir une certification. La loi du 21 décembre 2022, elle instaure un service public de la VAE et la plateforme France VAE est lancée en 2023. Donc, pour rappel, en 2022, le ministère du Travail lance la réforme de la VAE dans l'objectif de
simplifier, sécuriser et moderniser le parcours VAE afin de le rendre plus accessible. La réforme engage la création du service public de la VAE et de France VAE, et elle lance aussi un nouvel aspect, ce sont les architectes accompagnateurs de parcours, pour accompagner les candidats sur l'ensemble du parcours. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Madame Mouchel. France VAE est le nom de la plateforme dédiée au niveau national au service public de la validation des acquis et de l'expérience. Au 1er décembre 2025, donc j'étais chercher les chiffres là, vraiment au 1er décembre, nous avions 1139 certifications qui étaient accessibles sur la plateforme. Reste l'enseignement supérieur et le ministère de la Culture. Il est prévu à terme que tous les parcours VAE passent sur la plateforme France VAE. Alors, on a deux possibilités pour les parcours VAE. Soit on passe, je vais y revenir tout à l'heure, sur le parcours France VAE, ou soit le parcours de droit classique, celui de 2022, celui de 2002, pardon. Voilà. Alors, le candidat est, s'il est actif de droit privé, demandeur d'emploi, bénévole, proche aidant, et qu'il vise une certification, si celle-ci est accessible sur la plateforme France VAE, le parcours va se faire sur France VAE. Si la certification n'est pas accessible sur la plateforme France VAE, dans ce cas-là, c'est le parcours de droit commun qui va s'appliquer. Je vais y revenir tout à l'heure. Nous avons également des publics spécifiques, notamment les agents de l'une des 3 fonctions publiques, les fonctions publiques d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Si ces personnes-là visent une certification, c'est le parcours classique de droit commun qui va s'appliquer. La plateforme France VAE, on y reviendra tout à l'heure avec Nathalie, a différents objectifs. Afficher les certifications professionnelles, fournir une information sur la VAE et repérer les différentes étapes, déposer la candidature à une certification, choisir un architecte accompagnateur de parcours et se mettre en relation avec, même si, attention, ça n'est pas obligatoire. La personne peut choisir de ne pas se faire accompagner. Dans ce cas-là, voilà, elle prend aussi le risque de ne pas avoir toutes les informations. Mais voilà, c'est une possibilité qui est offerte aux candidats. Également, déposer les dossiers de faisabilité et de validation. Et puis, toutes les étapes se font en ligne. Alors là, de toute façon, Nathalie va y revenir tout à l'heure. Les différentes étapes, alors vous voyez, entrée à partir de la certification visée. Là, l'étape 1, dépôt de la candidature sur le site France VAE. Ensuite, étape 2, rencontre de l'architecte accompagnateur de parcours VAE, si la personne fait le choix d'être accompagnée. Ensuite, étape 3, recherche de financement. Étape 4, envoi du dossier de faisabilité au certificateur. Étape 5, rédaction du dossier de validation. Et puis, étape 6, entretien avec le jury. Un point important, mais tout à l'heure Nathalie va le redire, un guidage du début à la fin du parcours est réalisé. C'est-à-dire pour la validation de la certification et pour trouver les financements du parcours VAE, pour rédiger le dossier de faisabilité et transmettre au certificateur, pour donner des informations importantes sur la certification et sur le passage devant les jurys, pour inscrire, si nécessaire, le candidat à des formations complémentaires, pour s'assurer que le candidat possède bien tous les prérequis pour réussir sa validation des acquis et de l'expérience, pour donner également des conseils pour rédiger le dossier de validation et pour le transmettre au certificateur, pour préparer le candidat au passage devant le jury, et puis pour proposer, alors c'est pas obligatoire, mais proposer un entretien post-jury. Alors pour le parcours classique de droit commun, tout à l'heure je vous ai parlé, notamment des personnes qui sont dans la fonction publique, dans l'une des 3 fonctions publiques, ou alors pour les personnes dont la certification choisie ne figure pas sur France VAE, dans ce cas-là, c'est la loi de 2002 qui va s'appliquer, c'est-à-dire la VAE telle que vous l'avez connue, avec l'étape de recevabilité,
On envoyait son livret 1 au certificateur, qui vérifiait en fait, que les compétences acquises étaient bien en lien avec la certification visée. L'étape 2, qui était celle de la rédaction du dossier, professionnel, et puis l'étape 3, qui était la soutenance en fait, devant un jury, et à l'issue de laquelle, eh bien, il y avait 3 possibilités: soit une validation totale, soit une validation partielle, ou soit une validation, refusée, ce qui était, très souvent le cas quand les personnes n'avaient pas été accompagnées. Alors, comme l'a dit tout à l'heure, Élise, il y a eu un arrêt, les éléments du contexte régional, c'est qu'il y a eu un arrêt des points relais conseils au 31 décembre 2024, ça fera bientôt, 1 an, et 2025 a été une année transitoire de mise en place d'un nouveau schéma régional d'information, conseil, validation des acquis de l'expérience. À partir du 1er janvier 2026, donc c'est demain, toutes les certifications seront normalement sur la plateforme France VAE. Alors là, en 2025, vous voyez, ça a été une année transitoire, et donc, heu, pour le premier, enfin, l'Agence régionale de l'orientation, et les métiers Normandie, grâce au numéro gratuit, notamment, mais aussi, pour des conseils en visio ou en présentiel, mais également les conseillers en évolution professionnelle référents, VAE, de, France Travail, mais aussi des autres, conseillers en évolution professionnelle, je pense à l'APEC, et cetera. Toutes ces personnes-là, en fait, réalisaient un premier niveau d'information et de conseil. Si le candidat ne connaît pas sa certification, mais que le secteur est identifié, on peut l'envoyer sur France Compétences, pour regarder les certifications en lien avec le secteur identifié. Si les secteurs étaient non identifiés, on envoyait les personnes vers leur conseiller en évolution professionnelle, de manière à ce qu'ils puissent, regarder en fait, le choix d'une certification. Si les candidats connaît sa certification, soit c'est soit le parcours se faisait sur France VAE, ou alors c'était un parcours classique, de droit commun, que j'ai expliqué tout à l'heure. J'espère que je suis claire pour mes explications. Vous me direz, s'il y a des questions. Bon. Alors, à partir du 1er janvier 2026, normalement, je vous le disais, toutes les certifications doivent être sur le parcours France VAE. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, l'agence de l'orientation, on va réaliser un premier niveau, de conseil, comme on l'a fait en 2025, et puis on va orienter vers des séances collectives, d'information VAE, et nous allons orienter également vers les conseillers en évolution professionnelle, les différentes structures, comment l'APEC, par exemple, pour les cadres, la mission locale pour les 16-25 ans, Avenir Actif, pour les salariés, également, France Travail pour les demandeurs d'emploi, et puis, pour les personnes en situation, de handicap, nous allons orienter, vers, les Cap Emploi. Il y a également des séances collectives d'information qui vont être mises en place, et qui vont expliquer les différentes étapes, et puis, voilà, les conseillers en évolution professionnelle, référents VAE, qui vont accompagner les candidats au choix de la certification. Donc ils vont orienter, vers la plateforme France VAE, puis, vers le choix ou non, ça va dépendre de ce que va décider le candidat, le choix d'un architecte accompagnateur de parcours, et puis, ce dernier va prendre le relais. Alors, concernant les principaux, certificateurs, je ne vais pas trop épiloguer, puisque Élise nous a fait vraiment, quelque chose de très, très, très complet. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que, les certificateurs les certifications, demandées, concernent plus, par exemple, les diplômes du ministère de l'Éducation nationale, mais également, les diplômes, de la DRAGES, du service des professions des professions de l'animation et du sport, la DRETS, le service des professions santé non médicales, on l'a vu tout à l'heure, les DRETS, service de professions, sociales, et puis également les titres professionnels, du ministère chargé de l'emploi. Voilà. Alors, eh bien, écoutez,
écoutez, moi j'en ai terminé pour ma partie parce qu'elle va être très, enfin, ça va être très instructif d'avoir justement le témoignage de Nathalie Mouchel. Je ne sais pas si vous aviez, mais juste avant en fait de lui donner la parole, je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a une question dans la conversation, Laure. Ah d'accord, ok, ça marche. Alors, touc. Dans ce cas, le CPF reste-t-il mobilisable? Oui, on va y revenir tout à l'heure avec les financements. Hein, on va reparler tout ça avec les financements. Là, on a vraiment un plateau très, très intéressant. On va y revenir. Avant de passer la parole à Nathalie, je vais vous passer un petit sondage. Alors, je vais retourner sur mon Pulse. Voilà. Et puis, je vais donc l'architecte accompagnateur de parcours accompagne le parcours sur toutes les étapes. Donc, je vais le démarrer et puis vous allez pouvoir y répondre. Et puis, Nathalie, comme ça, vous allez pouvoir partager votre écran. Je laisse répondre d'abord et puis après je vais partager. Ça marche. Alors, on a 90% de oui pour l'instant, 10% de non. On a 21 réponses. Voilà, 23 réponses. 9% des gens qui pensent que non. Ça se stabilise. Voilà, là, on a 25 réponses. Voilà, donc 92% de gens qui pensent que oui et 8% de gens qui pensent que non. On vous laisse la parole, Nathalie, du coup? Très bien. Alors, je vais partager mon écran, Je effectivement. vous en prie. Hop. Alors, effectivement, moi, je suis AAP-VAE, donc déjà, je vais commencer par me présenter, effectivement, ce sera plus simple. Donc, je suis Nathalie Mouchel, je suis AAP-VAE, c'est-à-dire architecte accompagnateur de parcours VAE, certifié, ce qui n'est pas le cas de tous les AAP, je précise, enregistré auprès de la DRITS de Normandie. Je travaille sur France VAE avec un organisme qui s'appelle Veille d'Expérience. Donc, je suis collaboratrice de Madame Emeline Bourg, qui est la présidente de cet organisme. Et puis, donc, je vais vous présenter un parcours d'un candidat type, et une candidate que j'ai suivie. C'est pour ça qu'il y a certains éléments qui seront cachés. Que j'ai suivi donc sur France VAE de son inscription jusqu'au jury, en vous montrant en fait les différentes étapes auxquelles un AAP par lesquelles il doit passer. Voilà. Donc, la première étape pour le candidat, vous voyez, c'est la version, là, c'est le candidat. Il doit aller sur France VAE, France VAE, qui est gouv.fr. Faire très attention parce qu'il y a d'autres versions de France VAE qui ne sont pas la version de gouv.fr. Ensuite, une fois qu'il arrive sur France VAE, il va choisir en tant que candidat commencer mon parcours VAE. Il va choisir s'il veut faire une démarche personnelle, parce qu'une démarche collective, c'est pour les entreprises. Donc, ça va être une démarche personnelle. Il spécifie quel diplôme il souhaite. Donc là, j'ai pris l'éducateur spécialisé. Vous voyez que quand on commence à taper le nom, en fait, les différents diplômes apparaissent. Donc, une fois qu'il a choisi son diplôme, éducateur spécialisé, par exemple, il a accès à toutes les informations concernant cette certification. Donc, un petit résumé du métier, les différents blocs de compétences, les prérequis, le jury, comment ça se passe et les frais de jury. Et dans documentation, il trouve bien souvent le livret 2 pour voir à quoi il ressemble en fait. Donc, une fois qu'il est sûr qu'il veut ce diplôme-là, vous voyez là par exemple sur l'éducateur spécialisé, on vous présente le jury et il y a 300 € de frais de jury. Alors, frais de jury, frais de certificateur, c'est la même chose. Donc, il peut choisir ce diplôme, donc il a juste à cliquer sur choisir ce diplôme. Une fois qu'il arrive ici, c'est là où il fait le choix, soit d'être accompagné, soit de ne pas être accompagné. S'il choisit de ne pas être accompagné, il le fait en autonomie. Mais dans ce cas-là, il est bien précisé qu'il ne pourra pas mobiliser son CPF. S'il veut mobiliser son CPF, il faut qu'il se fasse accompagner. C'est obligatoire. On ne peut pas mobiliser le CPF si on est en autonomie. Donc, il choisit, là j'ai choisi le cas d'un AAP, bien sûr, parce que je suis même AAP. Donc, il choisit avec un accompagnateur.
Il doit préciser qu'il n'est pas de la fonction publique, parce que Laure l'a bien précisé tout à l'heure, effectivement, les agents de la fonction publique n'ont pas accès à France VAE. Donc, il doit certifier qu'il n'est pas agent de la fonction publique. Et il va créer un compte sur France VAE. Donc, créer mon compte, en mettant son nom, prénom, etc. Il va recevoir dans sa boîte mail un mail qui va lui permettre d'activer le compte. On va cliquer dessus. Là, on va lui dire de se connecter. Il va recevoir un petit mail. Il y a beaucoup d'envois de mails en fait. Il va recevoir un petit courriel qui va lui dire qu'il a demandé l'accès à la plateforme France VAE. Et il va pouvoir reprendre son parcours. Là, il a son tableau de bord. C'est le tableau de bord du candidat. Donc, vous voyez qu'il y a les différentes étapes. Il y a d'abord le diplôme visé, il l'a complété, il a choisi le diplôme qu'il voulait. Ensuite, il y a les modalités de parcours, il a choisi d'être accompagné. Ensuite, il y a ses objectifs qu'il va devoir remplir. Pourquoi il veut faire une VAE? Ensuite, il va devoir expliquer ses expériences. Alors, brièvement, en général, ils mettent quelques lignes, on les complète avec eux après. Donc, il va préciser ses expériences pour que l'AAP ait une petite idée, en fait, de ce qu'il a fait. Et puis après, il va compléter son choix d'accompagnateur. Et enfin, il va envoyer sa candidature à l'accompagnateur. Donc là, je n'ai pas rempli toutes les étapes, parce qu'en fait, je me suis inscrite moi-même comme candidat pour pouvoir vous montrer ça, puisque sinon, en tant qu'AAP, on n'a pas ce visuel-là. On a le visuel AAP que vous verrez après. Là, c'est le visuel candidat. Donc, je me suis inscrite comme candidate à mon propre organisme. Et en fait, j'ai demandé à être accompagnée par un accompagnateur, n'est-ce pas? Donc là, je vais aller directement à l'étape choisir son accompagnateur. Donc pour choisir son accompagnateur, on choisit si on le veut sur site ou à distance. Première étape. Ensuite, on peut taper, si on le souhaite, le nom de l'organisme avec lequel on souhaite être accompagné, si on le connaît. Sinon, on a des propositions d'organismes qui sont faites. Donc là, j'ai pris palier d'expérience. Alors, sinon, vous avez des propositions d'organismes qui sont faites là en dessous. Vous avez juste à choisir celui que vous souhaitez. Une fois que vous avez choisi votre accompagnateur, vous voyez, c'est complété à chaque fois. Il vous reste la dernière étape qui est d'envoyer votre candidature à l'architecte accompagnateur de parcours qui apparaît à côté puisque là, vous l'avez choisi cette fois. Donc, on vous demande de vérifier toutes les informations avant d'envoyer. Et ensuite, on vous dit que votre candidature est envoyée. À partir de là, la PVAE va pouvoir prendre la main. En fait, la PVAE reçoit une alerte sur sa boîte mail, lui disant qu'il y a une nouvelle candidature sur France VAE pour lui. Donc là, la PVAE, lui, va se connecter en tant que professionnel de la VAE, ce qui fait qu'il n'a pas du tout le même visuel que le candidat. Voilà le visuel de la PVAE que ne voit jamais le candidat. En fait, vous avez les candidatures. Au moment où j'ai fait ce PowerPoint, j'avais 4 candidatures en cours, vous voyez. Je l'ai caché les noms pour des raisons de RGPD. Vous voyez Nathalie Mouchel, parce que comme je me suis inscrite comme candidate, en fait, j'apparais comme candidate. Donc, voilà. Alors, je m'étais inscrite comme accompagnant éducatif et social. Parfois éducateur spécialisé, parce qu'en fait, j'ai pris, pour vous montrer les différentes étapes, j'ai pris par la suite la candidature de celle qui est en bas, puisqu'en fait, on ne peut pas accéder aux différentes étapes si on n'a pas fait chaque étape. Ici, vous avez à gauche les étapes, justement. Gestion des rendez-vous, définition du parcours, validation du parcours, dossier de faisabilité, puisque sur France VAE, on ne parle plus de dossier de recevabilité, mais de dossier de faisabilité. Et puis ensuite, vous avez le dossier de validation, qui est en fait le livret 2, et le jury. Mais il faut savoir que je ne peux pas aller sur la définition du parcours, puis sur la validation du parcours, si je n'ai pas validé celle d'avant, l'étape d'avant. Donc, il fallait que je prenne un candidat où j'ai déjà réalisé toutes ces étapes. Donc, j'ai pris un candidat à l'éducateur DES, éducateur spécialisé, que je suis actuellement. Donc, on voit les informations du candidat, ce qu'il a saisi, ses coordonnées, son profil, le certificateur. Ensuite, on va prendre, première étape, des rendez-vous pédagogiques. Alors, c'est un ou plusieurs, mais en général, c'est plusieurs, on ne va pas se mentir. On appelle ça souvent, nous, des entretiens d'opportunité ou des études de faisabilité, ce qui n'est pas la faisabilité. Ce n'est pas le dossier de faisabilité, c'est en amont du dossier de faisabilité. Pendant les rendez-vous pédagogiques, ou qu'on appelle aussi entretien de faisabilité, enfin, on peut les appeler comme on veut,
La PVAE va présenter ce qu'est la VAE et surtout bien expliquer que ce n'est pas une formation. Parce que le problème, souvent, c'est que les candidats arrivent sur France VAE directement, sans être passés par un CEP ou un conseiller quelconque. Donc, bien souvent, ils se sont inscrits d'eux-mêmes en disant, bah, tiens, je vais aller voir comment ça se passe, et puis bah, on va me donner les infos de toute façon, ce qui n'est pas faux. Donc, on va leur présenter ce qu'est la VAE, pour bien préciser qu'une VAE n'est pas là pour apporter des compétences, mais bien pour faire valider des compétences déjà acquises par l'expérience. On va leur présenter aussi les différentes étapes de la VAE et le travail que ça suppose, puisque bien évidemment, ils devront travailler en dehors des moments où on est en visio, ce qu'on peut faire en distanciel, entièrement. Bien évidemment, il faut que le candidat ait conscience qu'il va devoir libérer du temps libre pour travailler sur son dossier de VAE. Donc ça, il faut qu'il en prenne bien conscience. La VAE, ce n'est pas juste les heures de visio. On va lui présenter aussi le rôle de la PVAE, qui n'est pas un formateur, ni un correcteur. On n'est pas là pour corriger les fautes d'orthographe, bien qu'on le fasse un peu, bien sûr, mais ce n'est pas notre rôle, logiquement principal en tout cas, de corriger. On n'est pas des correcteurs, on est des accompagnateurs sur la méthodologie de la VAE. Ensuite, il va vérifier le positionnement du candidat sur le bon diplôme, parce que bien souvent, et je dirais dans 90% des cas, il ne se positionne pas sur le bon diplôme lui-même. Souvent, il se positionne sur le diplôme qu'il aimerait avoir, mais dont il n'a pas forcément l'expérience. Donc, il faut après lui faire comprendre que ce n'est pas toujours possible dans une première étape, et que ça pourrait être une deuxième étape, peut-être dans 1 an ou 2 ans. Effectivement, le diplôme qu'il doit sélectionner, c'est par rapport à son expérience. Aussi par rapport à ses aspirations, certes, mais quand même grandement, surtout par rapport à son expérience. Donc, on peut le repositionner. Nous, on peut changer de diplôme et le remettre sur un autre diplôme si effectivement on se rend compte qu'il n'a pas choisi le bon diplôme. On va vérifier qu'il répond bien aux prérequis. Parce que selon les diplômes, il y a des prérequis. Il y a parfois, alors il y a toujours déjà un minimum de français à l'écrit et à l'oral à avoir, puisque le dossier de VAE est un dossier écrit. J'ai eu des candidats étrangers, d'origine étrangère, qui maîtrisaient le français très bien à l'oral, parce qu'ils l'avaient appris en arrivant dans le pays. Le problème, c'est quand il faut passer à l'écrit et qu'ils n'ont pas eu ni de cours de grammaire, ni de ponctuation, ni de syntaxe, tout ce que vous voulez, et que il faut faire une phrase avec une majuscule, un point, sujet, un verbe, un complément. Parfois, ça peut être compliqué. Donc, il faut surtout qu'il ait des bases à l'écrit, qu'il sache utiliser un ordinateur, puisque tout est maintenant dématérialisé, qu'il ait quelques connaissances donc, en informatique pour taper un document sous Word. Alors, sachant que les niveaux 3, c'est une particularité, souvent, la plupart du temps, là je mets des guillemets, la plupart du temps, notamment dans le social, ils ont le droit de se faire accompagner pour la frappe du dossier. Je dis bien pour la frappe, pas pour donner pas pour formuler les phrases, mais pour frapper. Moi, je vous donne l'exemple d'une candidate qui était en niveau DEAES, donc niveau 3 dans le social, qui ne savait pas taper ordinateur, et c'est sa fille de 12 ans qui tapait pour elle, par exemple. Et on doit voir aussi les disponibilités du candidat, son organisation, comment il va se présenter, voir s'il peut faire un congé VAE selon son profil. On va compléter avec lui les différents éléments de son profil et ses expériences. Je vous disais tout à l'heure, il va mettre quelques phrases, nous on va les compléter un peu plus avec lui. On va définir le parcours de VAE. On parlait bien de parcours tout à l'heure, effectivement, avec les actes formatifs éventuels, ce que je vous montrerai plus loin. Et on va aborder la question de financement selon sa situation personnelle. Et enfin, on va valider le parcours. Le dossier de faisabilité, je précise bien, pour ça je disais, ne remplace en aucun cas l'aide au choix de la certification. Donc effectivement, l'aide à la certification, c'est ce qui va arriver beaucoup pour les CEP à partir de janvier 2026 et les conseillers de France Travail. Toute cette partie de conseil en amont du dossier de faisabilité, les conseillers de France Travail ou CEP vont devoir le faire maintenant, même si on continuera à le faire un peu quand même, mais vont devoir pouvoir conseiller effectivement les candidats sur le choix de leur certification. Et l'AAP peut ensuite repositionner s'il estime que ce n'est pas la bonne certification. Alors, je vous ai mis par exemple un exemple de calendrier prévisionnel
d'une VAE. Là, c'est la VAE du DES. Donc, le calendrier prévisionnel sera en fonction du diplôme. Ce ne sera pas le même pour tout le monde. On l'adapte en fonction de chaque diplôme et de chaque candidat. La première phase, qui est en fait la faisabilité, c'est les deux premiers paragraphes que vous avez. C'est tout ça, c'est la faisabilité en gros. Vous avez l'étude de faisabilité, donc le conseil avant, et vous avez la faisabilité en elle-même qui est en dessous. Comptez à peu près 4 heures. Ensuite, vous avez le livret 2. Le livret 2, c'est les deux paragraphes ici, et la suite est ici. Là, vous avez 4 et 6 heures, 12, et à peu près, ouais, on va dire 18 heures, à peu près, en moyenne en général. Et puis, vous avez 4 heures de préparation orale, à peu près. Le post-jury, effectivement, est facultatif, maintenant. J'en parlerai plus tard. Donc, parallèlement, la PVAE doit contacter le certificateur pour connaître les dates limites de dépôt, livret 2, puisque dans beaucoup de certificateurs, notamment les gros certificateurs comme le DAVA ou la DRITS, il y a des dates 2 fois par an pour pouvoir déposer son dossier. Donc, il faut se renseigner sur les dates limites de dépôt et les sessions de passage devant le jury. Pour connaître aussi les spécificités du jury, chaque jury a ses spécificités. Exemple, DAVA demande que les candidats s'inscrivent sur une plateforme spécifique en plus de France VAE. Certains certificateurs peuvent demander des livrets, des exemplaires papier. Et certains certificateurs demandent aux candidats de venir avec leur équipement professionnel, notamment pour les plateaux techniques. Ensuite, la PVAE doit vérifier le montant des frais de certification avec le certificateur et les modalités de paiement. Et puis enfin, il va rechercher des informations sur le jury et la durée de l'entretien. Une fois qu'on a défini, qu'on a fait ces premiers rendez-vous, vous voyez, on en est que là, on va définir le parcours. Alors, pour définir le parcours, c'est plus rapide. On va choisir, on nous demande l'IDCC, c'est-à-dire la convention collective du candidat. On doit la saisir. Et ensuite, c'est là où on va déterminer le nombre d'heures d'accompagnement. Donc, vous avez le nombre d'heures d'accompagnement individuel, qui est, on va dire, la grande majorité des cas. Vous avez la possibilité, mais c'est rarement le cas, le nombre d'heures d'accompagnement collectif. Et enfin, vous avez le nombre d'heures d'accompagnement de formation complémentaire. Pour certaines formations, notamment pour le DEAES par exemple, certaines formations sont prérequises pour pouvoir avoir le diplôme. La FGSU2, pour les soins de premier secours, on va dire. Donc la FGSU2 est une formation obligatoire. Dans ces cas-là, elle devra être rajoutée en plus et préciser le nombre d'heures de formation. Donc on rentre la convention et puis on va pouvoir attaquer la suite. Les heures, oui, j'avance un petit peu trop vite, préparation orale, etc. Donc ça revient, on vous met toutes les heures. Ah oui, les heures d'accompagnement individuel comprennent à la fois la recevabilité, le livret 2, la préparation orale et le post-jury, s'il y en a un. Voilà. Là, l'exemple que je vous ai mis, donc c'est le DEES. Elle avait pour 3 100 € puisqu'il y avait à la fois les frais de certificateur et les frais d'accompagnement. Tout était compris dans le lot. Alors, pour financer sa VAE, il y a plusieurs possibilités, effectivement. Donc, je laisserai Laure revenir plus précisément après derrière. On peut mobiliser son CPF, on peut avoir des abondements sur son CPF, avoir différents financements, mais je laisserai Laure réexpliquer après. Effectivement, les régions peuvent abonder, peuvent donner une aide, peuvent, voilà, France Travail également. Et c'est variable dans chaque région. Les frais de certification peuvent être inclus dans le devis de l'AAP, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, et ce qui permet au candidat de mobiliser son CPF. Si l'AAP n'inclut pas les frais de certification dans son devis, le candidat ne pourra pas mobiliser son CPF pour les frais de certification, frais de jury. C'est la même chose. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va aller valider le parcours avec le candidat. Donc en fait, on montre au candidat, on lui envoie le parcours et il doit le valider. Il va voir, lui, sur son tableau de bord, l'avancement, donc parcours et financement, et ensuite on va attaquer la faisabilité. Donc, pour pouvoir valider son parcours, une fois qu'il a validé, pour mobiliser son CPF, plus exactement, on va sortir de la plateforme France VAE.
puisque nous allons sur mon compte formation. Les AAP-VAE ont des offres enregistrées sur mon compte formation qui permettent de mobiliser le CPF. Là, c'était dans le cadre de mobilisation de CPF. Donc, on va l'emmener sur l'offre de formation sur laquelle on souhaite lui permettre de mobiliser son CPF. Elle va demander un devis. La directrice de l'expérience, dans le cas présent, va faire le montant du devis en fonction de ce qui était prévu sur France VE, le nombre d'heures, etc. Puis c'est la CDC qui va prendre la main pour le paiement. À partir du moment où on entre dans le paiement, c'est plus l'AP qui a la main, c'est la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, qui gère mon compte formation et qui gère le CPF. Donc, la CDC va éditer une attestation d'inscription en formation. Et pour le reste à charge, si vous avez un reste à charge, elle va vous édicter un ticket de paiement du reste à charge, puisque pour les candidats non demandeurs d'emploi ou non abondés par leur employeur, il y a un reste à charge de 102 € et des poussières. Ensuite, nous, on va faire un contrat avec le candidat, un contrat de formation, puisque pour l'instant, il a un contrat de formation avec la CDC plus qu'autre chose. Donc, nous, on va faire aussi un contrat de formation avec lui, qui va préciser toutes les dispositions financières, le rôle de chacun, etc. Une fois qu'on a contractualisé tout, on va pouvoir commencer le dossier de faisabilité. Donc, vous voyez, on a fait déjà tout ça. On n'a pas encore fait le dossier de faisabilité. On y arrive. Donc, dossier de faisabilité, il se présente différemment du dossier de faisabilité de droit commun que présentait Laure tout à l'heure. Le dossier de faisabilité de droit commun, il est par rapport à vos expériences, vous devez expliquer vos tâches. Là, c'est par rapport au bloc de compétences. En fait, vous avez, l'AAP retrouve tous les blocs de compétences. Là, je vous en ai mis 4, mais en vérité, il y en avait 8. Tous les blocs de compétences, et il va devoir, en questionnant le candidat, vérifier si oui ou non, il a validé certaines expériences par son expérience, certaines compétences, pardon, par son expérience. Et à la fin de chaque bloc de compétences, l'AAP-VAE va devoir expliquer dans quelle situation il a validé ses compétences, enfin, pense-t-il avoir validé ses compétences, pour que chaque bloc puisse être vérifié par le certificateur. Donc ça, c'est pour chaque bloc de compétences. Il faut compter à peu près 2 heures. À la fin de cette faisabilité, l'AAP-VAE doit justifier son avis. C'est-à-dire qu'il peut donner un avis favorable comme défavorable. Vous pouvez donner un avis défavorable. Vous pouvez dire au candidat, écoutez, je ne pense pas que vous puissiez faire cette VAE, je vous la déconseille, vu votre expérience, ça ne va pas, je ne pense pas que vous allez avoir les compétences requises. Le candidat peut vous dire, si, je veux la faire absolument. Vous ne pouvez pas refuser, s'il veut absolument la faire. Simplement, vous allez mettre un avis défavorable. Là, c'est un avis favorable, bien sûr, et j'ai dû expliquer pourquoi j'étais favorable à cet avis. Donc, le candidat voit ensuite le dossier de faisabilité qui va partir. Pour lui, ça apparaît. Ensuite, on va travailler sur le livret 2, donc le livret de validation. Là, ça va se faire par des visios, des échanges de visios. On va être tous les deux, en général, c'est des visios de 2 heures, 1h30, 2 heures, où la AAP-VAE va aider méthodologiquement le candidat sur son livret 2. Et ensuite, le préparer à l'oral. Une fois que ce dossier est fait, là, ça demande plusieurs mois, parce qu'il faut savoir qu'une VAE, dans son intégralité, il faut compter à peu près 6 mois sur France VAE, ce qui était à peu près 12 mois en droit commun. Une fois le dossier est fini, on va pouvoir l'envoyer au certificateur. Donc, tout se fait sur la plateforme France VAE. Vous avez une date prévisionnelle de dépôt de dossier et vous allez pouvoir déposer ici, joindre le dossier de validation et les pièces supplémentaires et l'envoyer au certificateur en bas. Le candidat verra effectivement que son dossier a été envoyé. Une fois cet envoi fait, l'AAP va pouvoir demander à la CDC le paiement de sa prestation, puisqu'en fait, l'AAP-VAE n'est payé qu'à l'issue de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il est payé à l'issue d'à peu près 7 mois après le début de l'accompagnement. Parce qu'effectivement, quand le candidat mobilise les fonds, il mobilise les fonds auprès de la CDC, mais l'AAP, lui, n'est payé qu'à l'issue de l'accompagnement. Une fois que le candidat passera son jury, mais là, ça ne dépend plus de l'AAP, il a été préparé, donc l'accompagnement, lui, est terminé, on va pouvoir voir quand même les résultats du jury
on aura accès aux résultats de façon à pouvoir les transmettre, mais le candidat les reçoit aussi également de toute façon. Mais nous, ça nous permettra de voir le résultat de son jury et savoir s'il l'a eu partiellement, ou si malheureusement il ne l'a pas eu du tout, ce qui est plutôt quand même très très rare. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Il peut y avoir une validation souvent partielle ou totale, on va dire, bloc par bloc. Donc, à l'issue de ce jury, l'AAP peut faire un post-jury qui est facultatif. Il faut savoir qu'il était obligatoire pendant que France VAE finançait les VAE, c'était l'expérimentation REVA entre 2021 et 2024. Au tout début de France VAE, effectivement, France VAE finançait entièrement les VAE. Donc, le post-jury était obligatoire et financé par l'État. Mais depuis que l'État n'a plus assuré cette mission totalement, on va dire, c'est vrai que ça coûtait énormément cher, les post-jurys sont facultatifs. Donc l'AAP va faire souvent le post-jury en 2 fois. Un post-jury à chaud, le jour de l'entretien, le jour du jury, pour prendre un petit peu la température, voir les questions qu'on était posées, voir comment le candidat le sent, etc. Et un deuxième post-jury à l'issue des résultats, où là, on va voir en fonction justement s'il a fait une validation totale ou partielle. Si c'est une validation totale, félicitations. Si c'est une validation partielle, c'est voir quelles sont les possibilités qui s'offrent au candidat pour, par la suite, peut-être envisager une validation totale. Voilà. Donc, si vous souhaitez me contacter, vous avez mes coordonnées. De toute façon, ce PowerPoint vous sera transmis, donc vous trouverez toutes mes coordonnées dessus, de toute manière. Voilà. Impeccable, merci beaucoup Nathalie. On avait plusieurs questions dans le chat. Alors, si vous repositionnez sur une certification, le candidat doit-il redéposer un livret, un livret 1, c'est-à-dire le dossier de faisabilité, pour la nouvelle certification visée? Non, non, parce qu'en fait, ce repositionnement, il va intervenir avant la faisabilité, il va intervenir pendant le conseil, pendant l'entretien, vous savez, les rendez-vous pédagogiques. En fait, c'est à ce moment-là qu'on va repositionner avant même de valider le parcours et avant même de faire la faisabilité. Donc non, il n'aura pas besoin. Impeccable. Deuxième question, le congé VAE est toujours de 24 heures de droit pour le secteur privé? Point d'interrogation. Alors, il est passé à 48. Ouais, voilà. Il est passé à 48 heures. D'ailleurs, la candidate que vous avez vue est en congé VAE. Donc, elle est passée à 48 heures. Également, une autre question, vers qui orientez-vous les prérequis quand ceux-ci ne sont pas, si les prérequis ne sont pas mobilisés, comme l'écriture, l'orthographe ou la formulation, tout simplement? Alors, pour l'orthographe, l'écriture, etc., logiquement, ce sont des prérequis pour faire une VAE. C'est-à-dire que nous, pendant le conseil VAE, on va vérifier un petit peu aussi comment il écrit. Enfin, on va l'amener par le biais des visios, parce qu'on est en visio, à le faire écrire un petit peu sur ses expériences. Vous savez, quand on complète un peu les expériences, choses comme ça, et on va voir s'il sait écrire ou pas. On sait aussi en fonction des diplômes qu'il a déjà aussi. En fonction, quand on va parler avec lui de son parcours, surtout quand on va parler avec lui de son parcours, on va pouvoir évoquer le fait qu'il a fait des études ou pas, est-ce qu'il a étudié le français en France, est-ce qu'il est d'origine étrangère, voilà. Ça n'empêche pas, hein. J'ai suivi des personnes d'origine étrangère, ça n'empêche pas. Simplement, il va falloir en tenir compte. Si la personne n'a pas le niveau écrit minimum, alors souvent c'est niveau 3, n'a pas le niveau minimum en français, ça va poser problème, on ne va pas se mentir. Moi, la personne que j'avais accompagnée, qui était d'origine étrangère, avait 45 heures d'accompagnement. 45 heures. Parce que les 24 heures classiques, ah oui, je n'ai pas précisé, généralement, la grande majorité des cas, c'est 24 heures d'accompagnement pour une VAE. Sauf que là, les 24 heures pour elle, ce n'était pas possible. Donc, il a fallu augmenter les heures pour la bonne et simple raison que je devais reformuler avec elle quasiment toutes les phrases. En fait, donc là, il a fallu 45 heures. Parce qu'en fait, elle ne savait pas, effectivement, elle n'avait jamais appris la ponctuation en France, elle n'avait jamais appris faire une phrase. Donc, c'était très, très compliqué. Et voilà, c'est parce qu'elle a eu 45 heures, mais c'était à l'époque, elle a eu la chance, c'était à l'époque du dispositif REVA.
Et le dispositif REVA, on pouvait avoir 35 heures en individuel plus 15 heures en collectif. Effectivement, les 15 heures collectifs permettent de prendre plusieurs candidats qui ont la même problématique en français et de pouvoir travailler un peu le français avec eux, avoir quelques bases de français. Je peux savoir que j'étais enseignante à la base. Donc, mon premier métier, c'était enseignante. Donc, ça permettait de prendre les candidats, de les prendre en collectif et de travailler un peu le français avec eux, avoir quelques bases. Et dans l'accompagnement individuel, j'avais 35 heures où je pouvais reprendre, reformuler certaines phrases tout en gardant sa façon de s'exprimer à elle. Parce qu'il ne faut surtout pas que le jury voit dans l'écrit ma façon de m'exprimer à moi. Il ne faut pas qu'il y ait une dissonance entre le dossier écrit et la façon dont la personne va parler à l'oral. Sinon, ils vont se dire, attention, là, c'est un faux, c'est pas elle qui a fait le dossier. Donc, il faut absolument, et c'est tout le travail de l'AAP, c'est pour ça qu'il faut une formation pédagogique. Moi, je suis ingénieure pédagogique et responsable formation de formation, avec en plus une licence universitaire. Enfin bon, j'ai une formation pédagogique derrière. Et c'est vraiment tout ce travail pédagogique pour arriver à faire exprimer correctement, reformuler correctement, mais en gardant la façon de s'exprimer de la personne. Ça marche. On a plusieurs autres questions. L'AFGSU est-elle toujours incluse dans l'ingénierie financière si la personne passe par son CPF? Alors oui, si, ça inclut dans le devis. En fait, si la PVAE inclut la GSU2 dans son devis, avec les frais de certificateur, par exemple, souvent c'est ce qu'on fait, on fait un pack, on va dire, où on inclut les frais d'accompagnement d'AAP, les frais de certificateur et les frais de formation, les actes formatifs comme la GSU2, on les inclut. Dans ces cas-là, elle peut mobiliser son CPF sur le pack. Par contre, si jamais on ne l'inclut pas dans le pack, elle ne pourra sûrement pas mobiliser son CPF. Autre question, cela fait partie du cahier des charges de repositionner si besoin. Tous les AAP ont ce rôle de conseil. Donc, vous y avez répondu, hein, la réponse Oui. est... Hein, Oui, voilà. c'est à nous de vérifier, parce que c'est nous qui proposons la validation du parcours. Donc, c'est à nous de vérifier que le candidat est bien positionné sur le bon diplôme. Est-ce que l'accompagnement se fait obligatoirement en visio? Non, ça peut être en Mm. présentiel. Mm. Moi, je le fais en visio parce que ça me permet de toucher aussi des candidats de toute la France. C'est-à-dire que je ne travaille pas qu'avec des candidats de Normandie, mais de toute la France. Et en plus, ça permet aussi d'adapter les horaires aux candidats. Parce que j'ai des candidats qui travaillent. Ils ne sont pas tous demandeurs d'emploi. Et parfois, ils travaillent, ils ont des horaires le soir. Et ils me disent, mamie, moi, je suis disponible qu'à 17h30 ou à 18h le soir. Donc, c'est vrai que la visio, c'est plus facile pour adapter les horaires en plus. Mais ça peut se faire en présentiel. Et puis, très très rapidement, je suis désolée, comment existe-t-il des tests spécifiques pour les prérequis et la validation des acquis et l'expérience hybride existe-t-elle toujours? Alors, hybride, ça va être une longue... Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail. Ouais, donc peut-être une autre fois, Les tests ou à la spécifiques fin s'il nous reste du temps, mais là, ça va peut-être être un petit peu juste. les tests spécifiques pour les prérequis, alors c'est en dehors de France VAE, là c'est plus du domaine, je dirais, de la PVAE, on entre plus dans le conseiller France Travail peut-être, en fait pour vérifier le niveau de français. Ce sont des tests pour vérifier le niveau de français, mais ce sont des tests qui ne sont pas spécifiques à la VAE, quoi. Je veux dire, c'est des tests, on va dire, génériques pour vérifier le niveau de français. Pour la VAE hybride, ça existe toujours, mais c'est très peu développé, très franchement. Ok. Bon, ça sera peut-être un sujet de webinaire, comment à élaborer. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je vois que l'heure tourne. On va passer au financement, mais juste avant, je vais vous proposer un petit sondage. Des financements VAE existent pour tous les publics, oui ou non? Vous voyez? Hop. Alors, est-ce que vous le voyez? Voilà, donc ça commence à répondre. Alors, 14 réponses. Oui, non, c'est partagé. 19%, 19 réponses pour l'instant. 40% de oui, 60% de non. Ok. Je vous propose qu'on passe la parole du coup à Alou. Déjà, donc je vais repartager mon écran. Voilà, je ne sais pas si tout le monde voit bien.
C'est bon pour vous? Donc, on va Oui. aborder les financements en région avec, donc, du coup, Alou, qui est chargé de gestion VAE à la région, Muriel Boust, qui est chargée de mission à France Travail, et puis Christelle Comment-Salavar, qui terminera. Allez-y. Alors, je vais commencer. Donc, tout d'abord, vous dire que, donc, en effet, je suis chargée de gestion VAE, mais je ne suis pas toute seule à la région. J'ai ma collègue Mickaëlle Bonnier qui fait exactement le même travail que moi. Donc, voilà, nous sommes deux. Elle est présente également aujourd'hui. Donc, si elle souhaite intervenir, hein, si des choses, si je ne dis pas tout, si elle veut ajouter des choses, elle peut. Donc, la région Normandie intervient pour le financement des demandeurs d'emploi, des salariés à temps partiel non choisis et des personnes sous main de justice. Donc, cette aide régionale, elle porte sur la constitution du dossier de validation, sur la préparation à une mise en situation et sur la préparation au passage devant le jury. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le livret 2. Et cette aide régionale, elle est versée soit aux bénéficiaires, s'ils le souhaitent, soit à l'organisme accompagnateur. Comme pour Madame Mouchel, le versement de l'aide intervient à l'issue de l'accompagnement. Donc, il faut que la personne ait terminé son accompagnement pour que la région puisse payer les frais de cet accompagnement. Alors, elle est calculée selon plusieurs critères. Alors, déjà, on a un plafond de 70 € de l'heure d'intervention en face à face qui peut avoir lieu en présentiel ou en visio et de 10 € de l'heure de travail en collectif, qui peut être également en présentiel ou en visio. La limite pour la région Normandie est de 20 heures, pour une aide maximale de 1 400 €. Donc, si les personnes souhaitent nous contacter, elles le peuvent. On a mis nos mails directs et l'aide, elle est à faire sur l'espace des aides de la région où on a mis le lien là sur cette diapo. Voilà, donc si vous avez des questions, on peut y répondre. À ce stade, non, on n'a pas de questions là pour le moment. D'accord. Bon, du coup, peut-être que comment Je vais prendre la suite. oui, Alors, Muriel. si vous voulez bien, oui. Donc, eh bien, pour ce qui concerne France Travail, on intervient donc en complémentarité en fait des aides de la région hein, sur les publics, demandeurs d'emploi bien évidemment. Les aides de France Travail, donc la diapo s'affiche sous vos yeux. Donc, il s'agit d'une prise en charge qui porte sur les points suivants. Donc, l'inscription à la certification, les frais de jury, la constitution de jury, donc qui sont payés et payables donc aux structures directement. Le dossier est à monter donc en amont hein, de la demande, comme c'est le cas pour la région, et la facture est payée donc au certificateur par la suite. Hein. Et ensuite, il y a des aides qui peuvent être payées aux demandeurs d'emploi directement, ce qui concerne son transport pour se rendre chez l'accompagnateur ou bien chez le certificateur et éventuellement des frais d'hébergement si on est hors région. La reproduction de documents, donc aujourd'hui, c'est un peu moins développé certainement, hein, mais ça l'a été par le passé. Et également, des formations complémentaires peuvent être proposées lorsqu'on est donc dans le cadre donc d'un dossier qui ne passe pas par le compte personnel formation. Donc, les aides à la VAE, elles sont donc en complémentarité de celles de la région finançant l'accompagnement à la VAE, ce que Alou vient de vous expliquer, et France Travail finançant, donc toujours pour les publics demandeurs d'emploi, je leur précise, hein, donc, sur ce qui concerne les frais d'accès à la certification et les frais de jury. Donc aujourd'hui, on est sur un dispositif qui a perduré avec la réforme, hein, qui était d'ailleurs, c'était un partage de financement qui préexistait à la réforme France VAE.
et donc qui continue d'exister aujourd'hui et qui existera pour ce qui nous concerne au sein de France Travail jusqu'au 31 mars 2026. Par la suite, donc, et c'est ce qui a été décidé déjà depuis un moment et ce qui correspond aux consignes nationales qui nous sont passées, normalement, le dossier doit pouvoir, après, passer par le compte personnel formation, avoir un financement pour les demandeurs d'emploi sur le compte personnel de formation et avec un abondement donc, de France Travail. Pour l'instant, on n'est pas dans cette configuration, mais on le sera à partir du 1er avril. Pour l'instant, ce qui n'est pas encore totalement clair en Normandie, ce sont les modalités d'abondement. Autant les choses peuvent être claires sur l'abondement sur la formation, mais en ce qui concerne le sujet de la VAE, les modalités restent pour nous encore à définir. Donc, à partir du 1er avril 2026. Mais pour l'instant, on reste sur la complémentarité de financement hors CPF pour les aides à la VAE qui sont financées au public demandeur d'emploi. Merci beaucoup, Muriel. Alors, je ne sais pas si on a quelques questions. On va regarder. Alors, l'aide obligatoire. Alors, faut-il obligatoirement être inscrit à France Travail pour bénéficier d'une aide financière de la région? Oui, il faut absolument être inscrit à France Travail. Et quel financement pour les agents de la fonction publique? Alors là, aucune idée. Je ne sais pas du tout. C'est vrai que ça va être souvent les RH qui vont être mobilisés. Alors, le réseau de proximité pour l'éducation nationale, il y a des dispositifs également dans la fonction publique territoriale et puis dans la fonction publique hospitalière. Mais c'est vrai que c'est très, très spécifique parce que ce sont des heures. En fait, comment le CPF n'est pas monétisé, c'est vraiment particulier. Alors oui, Nathalie? Si je peux me permettre, parce que je Bien fais sûr. de l'accompagnement pour la fonction publique Bien territoriale. sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, bien Donc, sûr. en fait, je travaille avec le CNFPT pour l'accompagnement dans la fonction publique territoriale. Le CNFPT, qui est l'organisme de formation, on va dire, de la fonction publique territoriale, prévoit un accompagnement collectif de ces agents qui est entièrement pris en charge par le CNFPT, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas leur CPF. C'est vraiment le CNFPT qui finance cet accompagnement pour les agents, mais il est collectif. Après, s'ils veulent un accompagnement individuel, effectivement, sachant que leur CPF est en heures et pas en euros, ils doivent demander l'accord de leur hiérarchie, en fait. Voilà. Alors, on n'avait pas d'autres Et donc, sur la questions. dernière question, je Pardon? peux prendre Oui, 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 la oui. relève, Laure, Bien puisque je sûr, pense que Muriel, oui, ça oui, bien sûr, s'adresse à Muriel. moi. Bien sûr. L'abondement du CPF se fera-t-il avant ou après recevabilité? Après, en fait. Aujourd'hui, le France Travail, dans les modalités telles qu'elles sont existantes aujourd'hui, il n'y a pas de financement de tout ce qui est en amont de la recevabilité. Il y a une prise en charge uniquement à partir du moment où la personne a sa recevabilité. Et donc, d'où mes questions aussi qui posaient un peu sous question, c'est-à-dire que tout ce qui est formation, par exemple, lorsqu'on est en dehors du cadre, effectivement, si ça n'a pas été inclus dans le dossier par l'architecte d'accompagnement de parcours, la personne ne peut plus prétendre à la FGSU uniquement par le CPF. Donc voilà, on se retrouve dans des organisations qui sont parfois un peu compliquées parce qu'il y a quelque chose qui est inclus dans le CPF et qui ne l'est pas, et d'autres choses qui ne le sont pas, par exemple la formation dans le CPF, et ça, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus simple quand effectivement tout est inclus dans le dossier de l'architecte d'accompagnateur de parcours, dans l'ingénierie financière et dans le dossier du CPF en amont. Bon, là, aujourd'hui, pour nous, dans la façon dont les choses se passent, on ne finance pas ce qui est en amont de la recevabilité, puisqu'on est sur les frais d'accès à la certification, une fois la recevabilité acquise, et ensuite les frais de jury, donc a fortiori, une fois la recevabilité acquise. Voilà. Merci beaucoup. On avait aussi donc financement ANFH pour la fonction publique hospitalière. Oui, effectivement. Mais il faudra qu'on voit plus en détail comment c'est réalisé. Je pense que voilà, il faudra qu'on consacre quelque chose là-dessus. Et puis on avait une question lors du déblocage du CPF pour une personne demandant d'emploi, y aura-t-il un reste à charge pour les salariés du public? Alors du public, c'est-à-dire?
Des personnes de la fonction publique? J'ai pas compris la question, mais peut-être que vous la comprenez mieux que moi. Peut-être que c'est moi qui... Erreur privée, oui, voilà. OK. Alors, lors du déblocage du CPF, pour une personne demandant d'emploi, y aura-t-il un reste à charge pour les salariés? Oui, Alors, si Marianne? c'est privé, donc pour les demandeurs d'emploi, effectivement, les gens se voient rembourser en fait, hein, pour le public demandeur d'emploi, ce reste à charge lorsque la personne est demandeuse d'emploi. Donc voilà, il y a toute une mécanique que je ne pourrais pas vous expliquer en détail, mais voilà, il y a un remboursement possible pour les personnes qui sont demandeuses d'emploi. Alors, Ça De la marche. part de la part du reste à charge, enfin, sous-entendu de la part du reste à charge, hein, donc par une mécanique en fait via la plateforme EDOC du compte, enfin de la Caisse des dépôts et consignations. alors, sur France VAE, si je peux me permettre, parce que je l'ai fait, sur France VAE, quand on mobilise le CPF, au moment de mobiliser le CPF, le candidat a une petite case où il doit cocher pour être dispensé du reste à charge. En fait, il peut être dispensé directement au moment où il mobilise son CPF, en cochant D'accord, une petite case, en fait. ok. Je pensais que c'était avec un système de remboursement. Je ne suis pas spécialiste sur Ouais. cette modalité-là. En fait, Merci, il a juste Nathalie. une case à cocher et il est dispensé du reste à charge. D'accord. Merci beaucoup, Muriel. Merci beaucoup, Nathalie. Christelle, est-ce que tu veux partager ton écran ou Oui, comment? oui. Oui, ça marche. Bah, Alors, comme j'arrête le vous voulez, partage de mon côté. Voilà, oui, non, c'est plus simple. bah, ouais, je vais le faire, ça va être plus simple. Oui, tout à fait. Euh, Bonjour à tous. Donc, Christelle Salazar, responsable du service instruction des demandes de financement, de formation pour les salariés du secteur privé. Et également du dispositif d'émission reconversion. Donc, c'est une équipe qui est, en tout cas, nous sommes 21 en Normandie, mais il y a un transition pro dans chaque région. Moi, je vais vous présenter plutôt les financements, mais pour les salariés du secteur privé. Alors, je vais vous partager le support. Voilà. Je vais l'agrandir. Est-ce que tout le monde voit? Oui, L'agrandir, voilà, c'est OK. parfait. Voilà. Alors, il faut savoir que il y a plusieurs, je dirais, possibilités de financement de la VAE, en sachant qu'il y a encore des choses peut-être à attendre en 2026, en tout cas, nous concernant nous, Transition Pro. Il faut savoir que le salarié secteur privé peut, en tout cas, demander un financement auprès de son employeur, notamment dans le cadre du plan de développement des compétences. Donc, c'est l'employeur qui cotise à un OPCO et qui, selon le nombre de salariés dans l'entreprise, peut en tout cas avoir cette aide-là. Il faut que la demande émane de l'employeur. Et effectivement, il y a une contribution qui peut se faire en fonction effectivement de l'entreprise de moins de 50 salariés ou de plus de 50 salariés. Donc, moins de 50 salariés, on va parler de fonds mutualisés et de plus de 50 salariés, on va parler de versement volontaire de la part de l'employeur. Donc, ce qui peut être financé dans ce cadre-là, c'est à la fois les frais pédagogiques, la rémunération. Si l'action a lieu sur le temps de travail, l'employeur peut autoriser son salarié à s'absenter de son temps de travail, à condition effectivement qu'il ait son accord, donc il continue à le rémunérer sur ce temps-là. Et le cas échéant, les frais annexes de déplacement, d'hébergement et de restauration. Donc, l'action de VAE peut se dérouler sur le temps de travail ou hors temps de travail avec l'accord du salarié, toujours, quand l'action de formation a lieu hors temps de travail. Donc ça peut être effectivement une solution. Vous avez également, jusqu'au 31 décembre 2025, le dispositif de reconversion ou promotion par alternance PROA, qui disparaîtra à compter, en tout cas qui sera remplacé à compter de janvier 2026 par un nouveau dispositif de reconversion professionnelle qui est institué par la loi du 24 octobre 2025. Et dans ce nouveau dispositif, il y a possibilité, au-delà des actions de formation, à ce que le salarié puisse bénéficier d'un financement dans le cadre de la VAE. Voilà, mais ça, effectivement, il y a des choses qui sont sorties. Il y a peut-être effectivement encore pas mal de petites d'éléments à attendre au courant 2026 pour que ça soit mis en place. Mais en tout cas,
il y a cette possibilité-là qui s'ouvre à lui, y compris dans le cadre du contrat de professionnalisation qui existe actuellement, et c'est ce qu'on appelle la VAE inversée, VAE expérimentale, où la personne, effectivement, dans le cadre de son contrat de pro, en tout cas, peut réaliser sa VAE à l'issue de cette année de contrat de professionnalisation. Alors, effectivement, qui est très peu utilisé, mais qui existe. Voilà, donc ça, ce sont des dispositifs qui sont en tout cas co-construits avec l'employeur et le salarié. Ensuite, vous avez effectivement le salarié à son initiative peut financer sa VAE avec le CPF qui peut être mobilisé par ce dernier. Et il existe effectivement des abondements possibles selon sa situation. Alors, le salarié lui-même peut abonder, l'employeur également. Il peut y avoir des accords de branche, accords collectifs d'entreprise, accords de groupe, locaux également. Il peut y avoir également, si le salarié est en arrêt de travail, par exemple, il peut, en tout cas dans le cadre du compte un arrêt de travail pour accident du travail, maladie professionnelle, il peut effectivement bénéficier d'un amendement, ce qu'on appelle effectivement, donc ça c'est géré plutôt par la caisse primaire d'assurance maladie. Ça peut être aussi dans le cadre du C2P, l'organisme en charge de la gestion du compte professionnel de prévention. Là, c'est toujours à l'initiative du salarié. Donc ça, c'est dans le cadre du C2P, ça peut être mobilisé. La GFIP également abonde, peut abonder, en tout cas peut aider financièrement. Et puis, vous avez également, en fonction de la situation, puisqu'on a aussi des salariés à temps partiel, et il peut y avoir aussi, en tout cas, des aides venant de l'État, de la région et de France Travail. Voilà, donc, en tout cas, ce sont des amendements possibles qui viennent en plus de son montant qu'il dispose sur son compte CPF. Ah, Christelle, comment ton micro était... Excusez-moi, j'ai pas vu que c'était coupé. Par contre, mais c'est bon. J'avais un peu de mal. Voilà. Non, désolée. Alors, je venais de dire que le CPF devait être mobilisé par le salarié avec son accord. C'est à son initiative, avec possibilité d'abondement selon la situation. Donc, ça peut être le salarié lui-même, l'employeur, accord de branche, accord collectif d'entreprise, accord de groupe, OPCO. Il peut y avoir également dans le cadre du C2P. Donc, c'est l'organisme en charge de la gestion du compte C2P. Dans le cadre également, alors ça, c'est la CPAM qui gère, dans le cadre d'un accident du travail, maladie professionnelle, la personne peut avoir un abondement. Il peut y avoir la GFIP, mais également aussi l'État, la région France Travail. Voilà, on peut avoir un abondement possible de son CPF en fonction du contexte et de la situation de la personne. Le CPF peut être mobilisé, ça peut être un projet autonome. Dans ce cas-là, la personne le réalise sur son temps personnel, hors temps de travail. Donc, la personne, elle l'achète directement, c'est un achat direct sur la plateforme, mais ça peut être aussi un projet partagé avec l'entreprise. Et là, il peut également négocier le fait de pouvoir le réaliser sur son temps de travail, avec des abonnements possibles également venant de la part de son employeur. Alors là, j'ai pris tout simplement un extrait des règles d'éligibilité au CPF, une bonne pratique qui date de juillet 2025, puisque le nouveau décret de 18 juillet 2025 ouvre effectivement le champ des possibles, en tout cas permet d'élargir les actions de VAE au CPF. Et donc, vous avez effectivement différents éléments, différentes choses qui sont prises en charge, qui peuvent être prises en charge avec le CPF, à condition effectivement, comme le disait tout à l'heure, il me semble Nathalie, à condition que cela soit inclus dans le devis. Voilà. Par contre, les frais d'examen du dossier de faisabilité par le service compétent du ministère ou de l'organisme certificateur ne sont pas éligibles au CPF. Ces frais, s'ils sont demandés par le certificateur, doivent figurer dans les frais annexes à la charge du candidat. Donc, il y a vraiment une exclusion, mais en tout cas, ça élargit la possibilité, en tout cas pour le candidat, d'utiliser son CPF, la fois dans le cadre de l'accompagnement, mais également pour les frais de jury. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, il me semble, Nathalie, donc il s'agit du congé VAE qui est passé de 24 à 48 heures.
et qui garantit le maintien de la rémunération du salarié. Donc, c'est le salarié qui en fait la demande auprès de son employeur 30 jours avant le début de l'accompagnement VAE, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit en remettant sa demande en main propre contre signature datée. L'employeur a 15 jours pour lui apporter une réponse dès réception de la demande. Il peut reporter sous condition sans dépasser un mois. S'il ne répond pas, cela est équivalent à une acceptation de la part de l'employeur. Je vous ai mis un petit exemple, effectivement, ce qui peut être, en tout cas, dans les 48 heures de congé VAE, ça concerne des heures qui peuvent être mobilisées en plusieurs fois tout au long du parcours de VAE. Et là, effectivement, il y a un exemple que je vous ai donné, notamment lorsque le candidat souhaite utiliser son congé VAE pour réaliser une VAE. Voilà, pour suivre 3 journées de VAE de 8 heures chacune et 12 sessions d'accompagnement de 2 heures chacune. Eh bien, effectivement, une demande d'autorisation pour ces temps-là précisément. En tout cas, ce qui fait 48 heures. Mais c'est pas 48 heures d'affilée. C'est vraiment en fonction des besoins. En tout cas, ça, l'employeur devra avoir le calendrier avec les dates et les heures d'absence. Nouveau dispositif, je pense que vous connaissez, vous en avez entendu parler, c'est la mobilisation du C2P. Que l'on appelle, nous, PUR, prévention, usure, reconversion, puisque c'est les transitions pro qui portent ce nouveau dispositif qui date de la loi retraite d'avril dernier, d'avril 2023, pardon. Donc, les 2 mesures qui ont été créées via cette loi retraite, le FIPU et le PUR. Et seul le PUR permet d'accéder à la VAE. Donc, c'est en tout cas l'utilisation du C2P par le bénéficiaire pour pouvoir, en tout cas, financer une VAE. Donc, la personne doit, en tout cas, s'inscrire sur le site de Transition Pro pour pouvoir constituer un dossier. Il faut que la personne, en tout cas, les fonds dont la personne dispose couvrent l'intégralité du financement de la VAE et il doit le faire uniquement hors temps de travail. C'est-à-dire que nous, en tout cas, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de prise en charge autre que cela. Les dossiers sont présentés en commission, mais sont automatiquement acceptés. Nous, en tout cas, les commissaires n'ont pas n'ont pas d'avis à donner sur le caractère réel et sérieux du projet en tant que tel. À partir du moment où son solde de C2P couvre l'intégralité de son financement VAE, en tout cas, il est validé d'office. Mais c'est une procédure qui nous est demandée, en tout cas, au niveau de France Compétences. Hop. Continuer. Donc, je vais peut-être passer, puisque vu le temps, je vais peut-être pas passer sur les facteurs de risque professionnel, mais tout cela, vous les avez sur le site, c'est du C2P. Donc, ça, c'est l'alimentation. L'alimentation, elle se fait via la DSN de l'employeur. Ce n'est pas le salarié qui fait cette action-là, c'est bien l'employeur. Et on est bien sur du hors-temps de travail. Donc, on ne peut en tout cas, nous, mobiliser le PUR que sur du hors-temps de travail. On peut aussi mobiliser du bilan de compétences. Et puis la formation, bien sûr. Ça, donc, ça, je vais passer. Là, c'est pareil. Je pense que vous connaissez certainement. C'est le petit formulaire flyer qui est en tout cas transmis aux bénéficiaires et qui explique comment cela fonctionne et comment la personne, elle doit faire pour pouvoir accéder à son compte, à son espace personnel pour pouvoir consulter ses points et les utiliser. Puisqu'il peut les utiliser pour différentes choses et pas uniquement la formation. Hop. On continue. Et puis, c'est la dernière slide, petite nouveauté à compter 2026. Transition Pro pourra à nouveau financer la VAE en utilisant l'enveloppe des projets de transition professionnelle, l'enveloppe PTP, mais nous sommes toujours en attente de texte d'application. Donc aujourd'hui, je peux vous donner cette information-là, mais sans vous donner davantage, puisque je n'ai toujours pas, on ne sait pas comment on va pouvoir
prendre en charge ces parcours de VAE. Je ne connais pas le plafond, nous n'avons toujours pas le dossier. Donc voilà, aujourd'hui, je n'ai pas plus d'éléments que de vous dire, en tout cas, que l'on pourra reprendre le financement à compter de 2026. Il faudra peut-être nous solliciter en début d'année pour en savoir davantage. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui sera possible à partir de 2026. Donc ça, c'est la petite nouveauté en tout cas. Voilà, moi j'ai terminé ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, Christelle. Je ne vois pas de questions dans le chat. De toute façon, les supports vont être transmis aux personnes qui se sont inscrites, hein. Voilà, hein, il n'y a pas de souci. Je voulais juste rajouter, moi, pour les non-salariés, les commerciants, professions libérales, les exploitants agricoles, vous avez les fonds d'assurance formation. Voilà, mais de toute façon, le support vous sera envoyé. Mais écoutez, je ne vois pas de questions dans le chat. Et voilà, bon, on va remercier nos intervenantes. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous, Élise, Nathalie, Alou, Muriel, Christelle, et puis bien sûr Michael Bonnier aussi de la région Normandie. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci également. Merci à Merci tous. beaucoup. Merci. Merci Bonne Manon journée. aussi, hein. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.